En matière de police et en matière de sécurité intérieure, on le sait bien, il ne suffit pas d'avoir des effectifs, il faut savoir comment on les utilise et les utiliser intelligemment. Et c'est, je crois, ce que nous avons réussi à faire. Et encore une fois, pour moi, ce n'était pas gagné d'avance, cette capacité à coordonner autant de monde sur le terrain, en termes de coordination des commandements, de savoir qui fait quoi. La réussite, c'est d'abord une planification, une préparation faite en amont. Puis après, le challenge qu'on avait à relever, une fois qu'on a établi cette planification à l'échelle de la région Île-de-France, c'était de la décliner site par site, secteur par secteur, de pouvoir coordonner l'ensemble des effectifs qui ont été mis à notre disposition dans le cadre des renforts nationaux par le ministre de l'Intérieur. Des policiers, des gendarmes qui sont venus de la France entière, des forces mobiles, il y avait énormément de forces mobiles sur la plaque parisienne, des militaires aussi qui sont venus en renfort. Et le challenge, c'était notre capacité à coordonner tout ce monde-là pour pouvoir travailler dans une belle harmonie et que chacun sache exactement ce qu'il avait à faire chaque jour. Cette planification, cette coordination, c'est la préfecture de police qui l'a réalisée. Attaquons ce briefing donc, pour la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. La menace terroriste n'a pas baissé en intensité du tout. Pour répondre à la menace évoquée par le directeur du renseignement, bien évidemment, on assure une sécurisation de ces clubs. On va être très mobilisé pour cette cérémonie avec plus de 33 forces qui vont assurer la sécurisation du périmètre SILT, cérémonie et parade. C'est une première également pour la Grande Couronne, puisqu'on a également les remontées d'infos des 4 groupements de gendarmerie de Grande Couronne et les 4 DIPM. Donc avec tout ça, normalement, on ne doit pas se faire surprendre. Et l'idée, évidemment, c'est que même s'il y a un groupe qui vient ou quelques individus, on intervient très vite, on les écarte très vite et puis après on traite tranquillement. Pour en revenir donc à cette journée qui va être relativement longue, pour quelques chiffres et données pour vous tous, ça sera 205 bus à escorter. Départ des premiers bus d'Aulnay à 14 h jusqu'à 17 h. Départ des premiers bus du village olympique à 16h30 jusqu'à 19 h. Dernière vague qui concernera toute la délégation française. 27 vagues de départ avec... La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, c'est 1000 motocyclistes sur le terrain et c'est plus de 8500 athlètes et volontaires escortés ce jour-là. Il n'y a jamais d'escorte simple en fait, qu'il s'agisse d'une escorte de quelques véhicules ou de plusieurs véhicules. Il faut toujours prêter attention au trafic. Au départ, on est dans un type d'escorte de sécurité classique et puis très rapidement, il y a une alchimie qui se crée entre les athlètes qui sont à l'intérieur des bus et puis les policiers motocyclistes. Pour moi, ça sera sans doute la plus belle mission que j'aurai réalisée au sein de ma carrière motocycliste. Il faut qu'à 13 h, tout le monde soit en place. Donc, ça, 120 motos en place sur un quart d'heure. C'est le départ de la 14e vague accompagnée par la TL 2007. Oui, c'est reçu Zéda, on va faire un appel général. Vous nous informez de façon ponctuelle votre arrivée sur lieu, c'est reçu? Pour moi, le plus complexe, c'était la planification, l'organisation avant. Et nous avions fait, enfin, c'est pas moi, mais mes collaborateurs avaient été faire une petite visite à Londres pour voir comment les Anglais s'y étaient pris. Et entre autres choses, ils nous ont dit beaucoup de choses, mais entre autres choses, ils nous ont dit, en fait, ce qui va être complexe, c'est les jours avant les Jeux Olympiques, les 15 jours, 3 semaines avant, où là, vraiment, on prend la tasse, quoi. Et après, quand les choses se mettent en place, bon, voilà, c'est parti, la machine est lancée. Et c'est exactement ce que j'ai vécu.
Sur Galilée, si vous avez la possibilité d'accélérer un petit peu au pré-filtrage, on voit qu'il y a beaucoup de monde, hein. Ça se masse à l'extérieur de votre dispositif. On va arriver sur le créneau le plus compliqué, hein, avec l'événement qui commence à 16 h. C'est bien reçu, hein. Sur le plateau de l'Étoile, effectivement, on n'a pas grand monde pour le moment. Les gens arriveront plus tard. On a deux aspects dans la planification, il y a beaucoup de collaborateurs, et après en salle de commandement. On a un système que je pourrais comparer à un équipage d'avion. Voilà, moi j'ai des chefs de division qui pilotent une division, c'est comme un équipage d'avion, donc il y a un commandant de bord en fait, hein, qui est un chef de division et commissaire de police, et qui va diriger des opérateurs. Il a un opérateur cartographie, il a un opérateur vidéo, il a un opérateur radio, un opérateur main courante, enfin, il y a un certain nombre d'opérateurs qui l'aident à piloter les forces qui sont sur sa division, sur le terrain. Ce soir, comme tous les jours de mise en action du Stade de France, c'est un dispositif à l'instant T avec 9 compagnies de CRS. Vous avez des compagnies d'intervention aussi qui sont là en sécurisation, donc de la DEPC, sécurisation du mail, un dispositif de lutte anti-drone. Vous avez aussi de la brigade fluviale qui est engagée sur le canal, un dispositif de circulation qui est très important et qui nous permet de faire cohabiter les spectateurs et tous les flux de Paris 2024, les athlètes, les accrédités, etc. Le Stade de France en configuration JO, c'est rarement moins de 40 000 personnes et ça reste un des plus gros sites qu'on a à gérer. J'ai considéré que les Jeux Olympiques, avec ces sites de compétition nombreux sur une même journée, ça m'a paru devoir être traité comme une gestion de crise sur le long terme. Et nous sommes partis du principe qu'en gestion de crise, en fait, on fait ce que l'on sait faire. Bonjour à tous, on est réunis un petit peu pour faire le point pour cette journée. Donc vous avez vu qu'on va avoir beaucoup de trains à sécuriser, que ce soit en termes de délégation d'athlètes ou en termes d'enfants, puisqu'on a le dispositif Tous au Jeu qui s'est mis en place dernièrement. Je vous rappelle également qu'on est en contexte attentat vigilance, donc soyez très attentifs aux colis suspects, signalez tout regroupement ou comportement un peu suspect. Et ensuite, si vous avez besoin de soutien ou de renfort, vous sollicitez le SECOS. Merci à vous et bon courage. Merci, merci commandant. Bonjour messieurs, vous faites bien attention à tous vos bagages, d'accord? Comme on est en contexte attentat, il faut rester vigilant. Okay. Bonne journée messieurs. Au revoir. En temps normal, on assure la sécurité de 6 millions de personnes. Mais pendant l'été, il y a 2 millions de personnes qui partent en vacances à peu près de la région. Donc pendant les JO, on a dû en plus prendre en compte les spectateurs des JO, les bénévoles, les accrédités. Ça représentait à peu près 500 000 personnes qui se sont ajoutées aux 4 millions de voyageurs qu'on a habituellement au cœur de l'été. Avec une sensibilité toute spécifique, puisque c'est des gens qui viennent de loin, pour certains, ils ne sont pas habitués à prendre le réseau de transport, donc il a fallu faire aussi des messages préventifs, qu'ils ne soient pas victimes de vol à la tire, par exemple. Et ce qu'on a eu, et ce qu'on n'a pas en temps normal, c'est des convergences vers beaucoup de sites olympiques, à des heures particulières, aux heures de pointe, le matin, le soir. Et donc ces flux un peu atypiques, finalement, massifs par endroits, notamment au Stade de France, il a fallu les gérer en plus des usagers classiques. Donc c'est ça qui a fait la particularité des JO dans les transports. Traditionnellement, on a une centaine de patrouilles quotidiennes dans les transports en commun. Et le ministre nous a demandé de démultiplier ces patrouilles, puisque l'objectif pour les Jeux Olympiques, c'était à la fois d'assurer de la présence dans les lignes, mais également de la présence en gare et dans les stations qui desservent les Jeux Olympiques.
Et c'est pour cela que le ministre a exigé que l'on passe à 700 patrouilles jour dans les transports en commun. Il faut être présent dans les gares. Il fallait que l'on soit présent également sur les stations qui desservaient les sites olympiques. Et bien évidemment, il fallait qu'on soit présent en mobilité. Et je crois qu'on a réussi ce pari-là. Le centre où nous sommes, c'est un centre qui est unique en Europe, c'est le centre de coordination opérationnelle de sécurité des transports. L'originalité de ce centre, il n'y a aucune autre salle de commandement en France à ce jour, ni en Europe, qui partage dans un même lieu des gens venant du régalien, c'est-à-dire des services de l'État, et des gens venant des services non régaliens, c'est-à-dire les transporteurs en l'occurrence. On a aussi comme point fort ici l'accès direct à 80 000 caméras des opérateurs de transport. On est la seule salle de commandement de l'APP à avoir un accès direct aux caméras RATP SNCF. On a aussi accès aux caméras de voie publique. Donc ça, c'est aussi une des originalités du SECOS, c'est cet accès direct à la vidéo des opérateurs qui nous permet de surveiller l'ensemble du réseau. Et à partir d'ici, on fait des arrestations en direct par écran interposé. On met des opérateurs de terrain qui viennent ici, qui regardent ce qui se passe et qui guident leurs collègues sur le terrain quand ils repèrent un délinquant. Prochain exercice, 2 corps, 1 tête, vous avez 2 secondes 15. Terroriste aujourd'hui, elle a encore la même intensité qu'elle avait il y a quelques années. Là où la direction du renseignement était attendue, c'était en amont des Jeux, pour identifier les menaces, identifier les objectifs qui pouvaient menacer les Jeux Olympiques, prendre des mesures d'entrave, prendre un certain nombre de mesures de renseignement, de suivi en renseignement, que je n'évoquerai pas là, mais qui sont des outils habituels des services de renseignement, pour essayer, encore une fois, de connaître, d'anticiper et d'entraver. C'est une préoccupation constante, évidemment au premier chef sur les sujets de terrorisme, mais on voit aussi, évidemment, les répercussions sont moins importantes, les conséquences sont moins importantes, mais on a aussi cet impératif sur les sujets d'ordre public, de troubles à l'ordre public, puisque là aussi, sur la voie publique, on peut avoir parfois des conséquences importantes à des troubles qui sont commis par certains groupuscules. La BRI, elle est responsable de l'intervention spécialisée dans Paris. Ce qu'on a fait de manière proactive avec nos camarades du RAID et du GIGN, c'est qu'on a décidé de travailler en amont sur la manière dont on pouvait travailler ensemble, conjointement, pour être les plus efficaces possibles pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Et donc, spontanément, on s'est réunis et on a essayé de travailler sur la manière dont on allait se coordonner, donc créer ce qu'on appelle des blocs missionnels qui étaient confiés aux uns et aux autres, et créer une coordination qui se fait ici, donc dans les locaux de la BRI, dans un PC commun aux 3 forces, pour qu'on réduise les durées d'intervention, pour qu'on maximise les capacités disponibles en cas d'attaque, et pour qu'on le fasse d'une manière complètement transparente, extrêmement efficace. Donc ce travail de coordination, on l'a fait ensemble, de manière proactive et de manière très volontaire. La police judiciaire a été chargée de traiter des affaires qu'elle ne traitait pas d'habitude, c'est-à-dire qu'on a pris l'initiative de, quelque part, de sortir de notre ligne de nage, et notamment pour traiter tous les délits, y compris les délits les plus modestes, qui concernaient soit des personnes, donc par exemple les athlètes, les membres du COJO, soit des lieux, le village olympique, le siège du COJO, l'immeuble Pulse, ou des infractions spécifiques comme les fraudes à la billetterie, à l'hébergement. Voilà, toutes ces infractions que d'habitude la PJ ne traite pas, là on a décidé de les traiter.
Les Jeux ont été particulièrement calmes en termes de délinquance. Il faut dire qu'il y a eu une présence assez forte d'effectifs déployés sur la voie publique, donc qui ont eu cette présence dissuasive. Ils ont aussi procédé à de nombreuses interpellations de manière préventive, ce qui a évidemment empêché qu'un certain nombre d'infractions puissent se propager sur le territoire de l'agglomération parisienne. Et nous avons été saisis d'un certain nombre d'infractions, notamment quelques fraudes à la billetterie qui se sont un petit peu amplifiées au moment où il y a eu cet engouement au niveau des Jeux Olympiques. Mais globalement, la période est restée extrêmement calme et on peut dire que le dispositif de la préfecture de police avait été particulièrement bien anticipé. Je crois qu'on a produit cet effet de visibilité qui a pu d'une part rassurer le public, d'autre part dissuader beaucoup d'auteurs de commettre des infractions. Et c'est ce sentiment de sécurité qui ressort de cette période des Jeux Olympiques. Tous les services de la DOPC ont été engagés, parce qu'on a une direction de services spécialisée, de missions spécialisées, donc tous les services ont été engagés. Alors de façon très évidente, par exemple la brigade fluviale pour la cérémonie d'ouverture, toute la préparation, l'unité des moyens aériens qui a les drones et la lutte anti-drone. Quand on se rapproche de l'événement, je pense que pour tout le monde, c'est un peu... Voilà, on rentre dans les choses qu'on sait faire. Si c'est bien préparé, ça fonctionne mieux. Notre mission, ça va être de s'assurer qu'il n'y ait pas d'incident sur la zone de visu, mais là on pourra intervenir que si on est requis parce qu'ils ont leur propre système de sécurité. Nous, notre mission, ça va être de s'assurer que personne ne vienne perturber le déroulement de l'épreuve en arrivant par l'amont du fleuve. Donc on va rester positionné ici, on est pas mal. On a visu sur la zone et on voit de loin arriver s'il y a un éventuel souci. Les Jeux Olympiques, aucun autre événement en France ou à l'international ne revêt cette dimension et cette durée. La pression, elle est en réalité identique chaque jour. La seule chose, c'est qu'on avait une pression pour que ces Jeux se passent bien. Le premier jour, en fait, le jour de la cérémonie, moi je l'ai vécu comme quelque chose d'un peu libératoire. Je suis descendu dans la salle de commandement et finalement je me suis retrouvé dans mon élément, plus personne qui me pose de questions d'extérieur. Voilà, je suis au milieu de mes troupes et j'ai senti comme quelque chose d'un peu libératoire. Voilà. À ce moment-là, je n'ai pas ressenti de pression. Le drone, on va essayer de le faire voler à 90 mètres, 100 mètres de haut, afin d'avoir une précision de 2 cm par pixel ou 3 cm par pixel grand max. On va créer tout un mapping, on fait du mapping en fait, de toute une zone jusqu'à Concorde. Et comme ça, à l'état-major, le service demandeur, quel qu'il soit, aura une carte mais détaillée à cette journée, enfin ce jour. On pourra positionner ces hommes, on pourra positionner les forces de l'ordre sur différents points.
La police nationale et ses renforts ont été au rendez-vous. La préfecture de police a été au rendez-vous. Et notre image, après réussite, c'est bienveillance, bonhomie, confiance, puisque je crois qu'on a renoué un vrai lien de confiance avec la population. Et je dis en boutade, on me parle du lien police-population, mais en réalité, je pense que pendant ces Jeux Olympiques, on a vécu un lien population-police. C'est la population qui est venue à notre contact. C'était même assez émouvant, presque grisant, je dirais, de voir les Français comme ça communier autour de l'événement. Et pour une fois, ne pas faire du bashing et reconnaître que on avait finalement fait tous collectivement du bon boulot. Il y a un enjeu réputationnel, c'est-à-dire qu'en fait, on aurait pu aussi se planter. Et on a réussi. Tout le monde ne donnait pas gagnant, hein. Et on a réussi. Et encore une fois, le challenge d'organisation, il était tellement énorme. Si je vous dis que pour la journée d'ouverture, la seule DOPC, hein, parce qu'il y a l'autre direction, a géré 280 forces. 280 forces, c'est unique. Ça se reverra plus jamais. Donc, il y avait cet enjeu réputationnel. On a réussi à faire ça. Je me dis qu'on a à la fois très bien préparé cette séquence olympique, que la DRPP, mais l'ensemble des services, d'abord de la préfecture de police et l'ensemble des services de renseignement de la communauté française, ont très bien travaillé. Il y a eu un travail un cercle de réflexion, de décision qui a été élargi. Je pense que c'est un héritage qu'on peut garder pour l'avenir, que la PP ne reste pas enfermée sur elle-même avec uniquement le PP entouré de ses directeurs. En tout cas, moi, depuis que je suis PP, j'ai veillé à cela. Et l'apogée de tout cela, ça a été évidemment pendant les Jeux. Et un des héritages qu'il faut qu'on arrive à conserver, c'est ce mode de travail-là. Alors, ce sera pas facile. Il va falloir qu'on s'y astreigne. En tout cas, c'est un des héritages que nous a demandé de pérenniser le ministre de l'Intérieur. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? On a vécu suffisamment de moments difficiles dans cette cour ensemble pour célébrer les moments de mémoire et les moments heureux. Et c'est le cas aujourd'hui. Parce que si nos compatriotes ont vécu un peu plus de 15 jours de Jeux olympiques merveilleux, ce sont des années de travail pour les services de renseignement et l'ensemble des forces de sécurité, qu'il s'agisse des effectifs de l'APP, des forces d'intervention qui y sont associées. Ce lendemain donc, de ce moment si important pour la nation en cette année 2024, c'est aussi le 80e anniversaire de cette libération, d'un mouvement qui commençait dès ces jours-là, il y a 80 ans, dans un endroit où la flamme de la résistance, la flamme de l'esprit français ne s'était jamais éteinte. Et je veux saluer les femmes et les hommes qui, pendant toutes ces années où Paris était occupé, ont continué justement
à porter cet esprit de résistance, à vouloir la France et à aimer la République. Hommage soit rendu à la préfecture de police de Paris et à ceux qui en ont fait l'histoire comme le présent. Vive la République et vive la France.